bien, oui, je m'autorise colère, mais colère dans 1 heure, ça n'existera plus dans mon corps. Il n'en est pas question. Et pourquoi elles sont fascinantes, ces créatures? Parce qu'elles sont de type individuel et parce qu'elles s'intéressent à une émotion de peur, une peur qui est immature. Tu sais, cette peur viscérale. Et elle vibre tant dans le corps de l'enfant que cet être-là vient, tel un prédateur, pour s'en nourrir de façon opportuniste. Quand on parvient à parler d'un être humain semblable ou quasiment semblable, transpirant de cette énergie reptilienne, on parle d'une interférence tellement conséquente que l'interférence parvient à transpirer dans l'être humain, à coller au plus proche de l'être humain. Mais la conscience humaine est toujours là. Et c'est bien aussi par ce chemin-là qu'ils t'attendent à la fin de ta vie, en se faisant passer également pour les êtres que tu as le plus aimés. Bonjour tout le monde, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Aurore Chevalier, opératrice et télépathe en hypnose régressive ésotérique avec la méthode Calogero Griffasi. Bonjour Aurore, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour à toi Céline, comment refuser? Alors j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ton parcours parce que ça semble un mystère, on connaît très peu de Aurore Chevalier. Est-ce que tu voudrais nous parler un peu de ton parcours professionnel? Comment est-ce que tu es arrivée à l'hypnose? Qu'est-ce que tu faisais avant? Est-ce que tu veux nous partager? Alors il me semble que c'est ce que je t'avais précisé déjà par écrit, c'est la partie peut-être avec laquelle je vais me sentir, la moins à l'aise, d'accord? Donc, d'abord, tu sais, c'est important parce que sur les plateformes, hem, je ne mets pas seulement mon premier prénom et mon nom de famille. Tu as vu que je mettais X, tu l'as vu? Oui. Donc je tiens à le dire parce que c'est important, parce que certains certains followers me disent: «Mais pourquoi est-ce que tu rajoutes ça?» C'est pour te donner un genre, donc on se rapproche de X-Files et on tombe dans ces séries, tu sais, américaines. Non, non, X, c'est mon prénom aussi, c'est Xaverine, d'accord? Donc je le précise. Hem, une fois que ceci est dit, alors mon parcours, tu souhaites que je te parle d'un parcours, académique, c'est-à-dire purement professionnel, c'est ça? Non, je veux que tu nous partages ce qui te fait plaisir de nous partager, tout simplement. OK. Alors sans grand mystère, puisque ça beaucoup déjà savent que je suis née, dans le sud de la France. Hem, J'y ai passé mon enfance, j'y ai passé mon adolescence. Une information qui peut-être pourrait être importante, de partager d'ores et déjà, c'est que j'ai toujours grandi dans un milieu catholique, un milieu, relativement strict. Oui, oui, de 0 à 18 ans. J'ai un parcours, scolaire classique. J'ai fait des études, à l'université de psychologie, Paris 8, psychologie clinique d'abord et puis ensuite psychologie sociale. Pour la petite anecdote, alors que j'étais en train de réaliser un stage dans une unité pour enfants et adolescents dans le sud de la France, hem, j'étais en master. J'avais une tutrice de stage, tu sais, qui me donnait beaucoup de responsabilités déjà, hors diplôme. Et puis un jour, je raconte souvent ça aux élèves, elle m'avait confié un enfant de 8 à 9 ans, ou peut-être il était peut-être un petit peu plus âgé, et elle le suivait, elle, en tant que professionnelle déjà depuis plus de 3 ans, et je me suis retrouvée face à cet enfant qui jouait à du lancer de poignard sur ses parents, et je lui ai fait passer les tests qu'on m'avait recommandé de lui faire passer, et puis je l'ai fait sortir de la salle en m'interrogeant, en me disant: «Voilà 3 ans qu'on suit cet enfant, est-ce qu'il y a pas moyen de se réinventer?» Dans la discipline, j'entends. Donc je suis allée voir ma maître de stage et je lui ai fait la même réflexion que je viens de te faire. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de se réinventer? C'est-à-dire de sortir des limites de cette discipline, hem, pour cet enfant et pourquoi pas pour d'autres? Et ce jour-là, elle m'a regardé droit dans les yeux et elle m'a dit: «Aurore, tu vas être une très bonne psychologue, mais tu suis le chemin établi par tes pairs où tu t'en vas». Donc pairs, P-A-I-R-S.
Et ce jour-là, ça a été, un énième carrefour de ma vie. Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai senti comme de plein fouet la limitation de cette discipline. J'ai pris ma mallette, je suis partie et je me suis jamais retournée sur la psychologie. Heu, En parallèle, il y avait donc en parallèle de ce décrochage, de pré-diplôme, j'avais, travaillé déjà pendant plusieurs mois sur un projet qui était soutenu par certains membres de ma famille, tu sais, pour donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tous les cas, pour s'établir à l'étranger, établir une plateforme de production et d'exportation à l'étranger. Donc, ça a été tu sais, on s'est parlé quelques minutes hors enregistrement, donc il y a eu une période de latence et puis une période de dérivation qui s'est offerte à moi immédiatement, d'accord? Et qui fait que je me retrouve à vivre ici, en Uruguay, donc à 10 000 kilomètres de la France, hem et avoir cette activité, en parallèle. Je vais pas développer parce qu'évidemment ça va intéresser personne ça. Qu'est-ce que t'en sais? Mais en tous les cas, Oui, tu peux. restons sur le chemin de l'hypnose, je préfère. Et alors l'hypnose, comment tu as connu Calo? Comment tu t'es lancée là-dedans? Comment tu as appris la télépathie? Comment tu as appris tout ça? Alors les états de conscience modifiés, je les ai expérimentés tôt dans la vie, d'accord? Je devais avoir 5 ou 6 ans quand j'ai commencé à avoir des accès, mmh, que l'on peut nommer extraphysiques. Et quand j'ai commencé à les partager avec mon entourage, hem, les réflexions qui m'étaient lancées, c'était dans mes premières années: «Quelle imagination débordante tu as!» Et puis ensuite, quand tu dépasses l'âge de l'adolescence, on te demande quel type de drogue tu as prise. Donc, dans un sens comme dans l'autre, quelque part, je n'avais pas réponse à toutes ces interrogations qui pouvaient animer mon être à l'époque, non? À l'adolescence, tous ces phénomènes se sont amplifiés, notamment la nuit. J'avais des visites quasi quotidiennes. Je dois dire que, ça faisait souvent rire, tu sais, mes amis à l'époque, mais je devais changer l'ampoule de ma chambre à raison d'une fois par semaine. Les ampoules ne tenaient pas, tellement il y avait une activité nocturne, dans ce domicile dans lequel je vivais. Donc l'état de conscience altéré tel qu'on l'entend faisait partie de moi, sans que je ne puisse poser des mots réellement, sur sa substance. Et puis, il faut savoir aussi que j'étais une bibliophile avérée. Ça signifie qu'à l'époque, j'adorais lire. Donc c'était d'abord, tu sais, toutes les œuvres classiques françaises et puis une fois que tu as écumé les œuvres, françaises, tu te diriges doucement mais sûrement à la Fnac, donc j'ai pas d'action chez eux, dans le rayon ésotérisme, non et j'ai commencé à tout avaler également de ce rayon, ésotérisme et j'ai commencé à avoir un début d'explication, mais je restais tout de même extrêmement insatisfaite, extrêmement vide, quant à cette compréhension ou ces accès toujours que je pouvais avoir, non? Donc on bascule toutes les années où j'ai travaillé en Uruguay sur le projet dont j'ai parlé il y a un instant, où j'ai mis un peu tout ça en stand-by. C'est-à-dire que les accès quelque part, ce qui fait partie de toi reste toujours, mais quand tu travailles dans un pays étranger à 10 000 kilomètres de chez toi, où tu t'investis économiquement, où tu t'investis énergétiquement à 100, eh bien, il y a certaines parties de toi que tu mets de côté. Donc c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années. Hem, j'ai mis, heu, j'ai mis ces études, disons de côté et puis un jour, je suis tombée, sur les vidéos de Calo. J'ai écouté ça à peine quelques minutes. Je suis restée, je dois te dire, en état de sidération. Donc il en était à tous ses débuts. C'était vraiment les premières pierres, tu sais, de construction de ce qu'il est aujourd'hui. Je me suis contentée, sans même avoir regardé une vidéo en entier, de lui faire parvenir un message en lui disant: «Si tu comptes investir, envahir, tu sais, le marché français avec ce type de promotion, au mieux, chez moi, tu vas passer pour un gourou». Ah ouais, Et pas de réponse, tu as dit ça pas à de Calo? réponse. Ouais, ouais. Et il m'écrit 15 jours après et il me dit: «Travaille avec moi». Et je lui ai répondu: «Non merci, je suis
c'est un overbooked, je suis extrêmement chargée, je t'ai passé ce message, finalement je te le dis dans ton intérêt. Il m'a réécrit encore une semaine après: «Travaille avec moi» et je lui ai dit: «Mais qu'est-ce que tu attends de moi au juste?» Et il me dit: «Regarde le site, apporte les corrections, refais une fonte quelque part de tu sais, de toute la prise en charge juridique, légale du site» et je lui ai dit: «Peut-être si j'ai le temps» et finalement le temps je l'ai eu, je l'ai fait et notre collaboration elle a démarré comme ça. Donc je lui ai, proposé ce rendu quelque part de site et je lui ai dit: «Voilà» et il est revenu encore à moi et il m'a dit: «J'ai besoin de quelqu'un pour, traduire dans un français correct, dans un français cohérent, le contenu de mes sessions» et sur le moment, il me semble lui avoir dit: «Non, je ne peux pas, je suis trop surchargée, je ne vais pas pouvoir t'assister» et je pense qu'il a suffisamment insisté pour que j'accepte et là, ça a été la découverte encore d'un autre monde, tu sais? Parce que il existe de nombreux outils, la psychologie en est un et l'hypnose en fut un également, en son temps. Un outil qui permet à un être humain d'avoir accès à cette compréhension que je cherchais quelque part depuis mes premières années, hein. Au départ, la collaboration avec Calo, ça s'est limité à ça, c'est-à-dire à ce travail, de traductrice que je faisais sur mes «créneaux libres» entre guillemets. Et pour répondre à la question, puisque celle-là, je l'ai vue dans ton texte que tu m'as fait parvenir, pourquoi est-ce que tu n'es pas entrée, Aurore, pour ta session la première fois? Donc une session qui doit remonter déjà de mémoire il y a au moins 8 ans. Parce qu'à l'époque, la team qui se résumait seulement à Calo, n'imposait pas à chaque client, hem, la réalisation, tu sais, de ces essais d'induction. Là, aujourd'hui, c'est obligatoire. Vous êtes tous obligés en tant que client de vous soumettre à ces 3 tests. À l'époque, non. Et Callum m'avait demandé: «Tu veux une session?» «Oui», donc on s'entendait bien, on avait déjà un lien d'amitié déjà qui commençait à se forger et on avait fait cette session, c'était Johanna qui est entrée parce que je ne me savais pas capable d'entrer en réalité. Ah! En dépit du fait d'avoir des accès, je m'en sentais, incapable, tout simplement et c'est Calo encore une fois qui est revenu à moi quelques semaines après qui m'a dit: «Entre». Je lui ai dit: «Je suis pas sûre de pouvoir faire ça». Bah, tu en essaies, puis on voit. Tu sais Calo être avec Calo, c'est toujours être dans un avion, tu sais, dans le ciel et te dire: «Allez, on saute. On y va ou pas?» Puis je dis: «On y va, bien sûr qu'on y va» et là, ça a été le choc, réellement. Parce que cet accès cet accès que j'avais peut-être à hauteur de 10 ou 15% à l'époque, se transformait dans du 80, 100 voire 1000%. C'est comme si j'étais assaillie, dès que je fermais mes yeux, par des montagnes d'informations. Par une diversification de plans, de fréquences, de temps différents. Et là, ça a été le début de la paix pour moi en réalité. Parce que j'ai cessé de lire mes pairs, PAIRS, et leurs théories. Et les informations, grâce à cet accompagnement que Calo propensait, j'ai pu commencer à aller les chercher moi-même. Ça a modifié considérablement, quelque part, mon rapport non seulement à cet outil, mais mon rapport à la vie en général, en globalité. Ah ouais, j'imagine. Et donc pour être fidèle toujours à cette chronologie donc quant à ce parcours, donc je suis entrée longtemps comme télépathe officielle pour Calo et puis, j'essayais à cette époque-là d'assumer ma double activité. Un pied en Uruguay et puis un pied en tant que télépathe et à ce moment-là, dans la team, on avait déjà certains piliers, tu sais, dans certains départements. On avait déjà ouvert les départements d'Amérique latine. On avait déjà un pied en France, en Italie, c'est-à-dire on commençait déjà à émerger, à bien émerger en tous les cas en Europe. Et Et avec La Calo, France, c'était qui le faisait? en France, c'était à l'époque, c'était uniquement Calo. OK. Et puis accompagné de mes soins pour les traductions, uniquement lui. Et
Et en fin de compte, j'ai placé tout le monde en avant. Je me souviens que quand Calo m'a dit: «Maintenant, la majorité d'entre vous, peut se lancer en tant qu'opérateur en hypnose». Moi, je me suis dit: «Moi, non, je vais jamais avoir le temps de tout faire. Je vais pas arriver parce que dans une journée, il y a que 24 heures, donc je ne vais pas y arriver». Et puis finalement, je me suis retrouvée face à encore un autre carrefour de vie où je me suis dit: «Est-ce que tu te lances ou pas?» Et j'étais tellement passionnée par l'outil, j'ai sauté de l'avion encore une fois en me disant: «Oui, cette fois j'y vais, j'y vais». Et ça a été encore une fois, la découverte d'une passion toujours plus amplifiée parce que je dois te confier que, tu sais, la majorité des êtres humains se lèvent le matin, insatisfaits de leur condition humaine ou, insatisfaits, tu sais, de leur profession, de leur choix de carrière. Et non, moi, quand j'ouvre les yeux le matin, je suis ravie de me lever, je suis ravie de rencontrer mes clients et cet outil est devenu une véritable passion aujourd'hui. Ça se voit. Puis Est-ce que ça c'est répond à ta question? parfaitement, merci. C'est une évidence quand on te regarde, on pourrait jamais, en fait, tu tellement à ta place, autant dans un sens que dans un autre, autant dans un rôle que dans un autre, en fait. C'est impressionnant. Je me sens à souhait dans les 2 positions en effet. Et ma position de télépathe, a beaucoup enrichi aussi par la suite, donc parce que je sais que tu vas y venir, au fil des années, ma pratique en tant qu'opératrice. Ah oui, j'imagine. Mmh. Hem et justement, tu donnes des formations en télépathie. Est-ce que tu peux, nous expliquer en quelques mots avec ceux qui ne sont pas vraiment familiers, bon, tu en as parlé un petit peu, les états modifiés de conscience, mais peux-tu expliquer, vraiment comment est-ce que, vous mettez ça en place? Parce que je pense que la team Grifasi, hem, est l'une des rares équipes en hypnose à utiliser des opérateurs de support et parfois ça peut être sorcier pour les gens qui tombent dessus et qui se demandent: «Mais qui est-ce qui rentre en hypnose? Qu'est-ce qu'ils font exactement?» Donc si je comprends bien ta question, tu t'intéresses au rôle du De télépathie. télépathe en hypnose, Oui, d'accord? Parce que ta question en appelait plusieurs. Alors, la formation en télépathie, d'abord, elle commence il y a 2 ans, peut-être un petit peu plus de 2 ans, je suis pas très à cheval sur les dates. Elle commence pourquoi? D'abord parce que la team avait besoin à l'époque d'un réservoir de télépathes. Donc il nous fallait former sérieusement, éthiquement, fidèlement, des individus à cet art télépathique, d'accord? La formation, je la propose pour des questions de limitation, encore une fois, de temps, une seule fois par mois. Donc je vais avoir le plaisir, de t'accueillir dans quelques jours. Donc la formation va se dérouler sur 3 jours. D'ordinaire, le premier jour, je m'adonne, à partager beaucoup d'informations pratiques, non seulement quant au fonctionnement du cerveau en hypnose, d'accord? Des données peut-être, basiques, mais nécessaires quant à la compréhension du fonctionnement de la télépathie. Je parle également du rôle du télépathe, avant la session d'hypnose, pendant la session d'hypnose, après la session d'hypnose. Autrement dit, la meilleure façon de préparer un sujet à entrer en hypnose, la meilleure façon pour ce sujet télépathe de vivre la session en tant que telle, et puis la façon de revenir pleinement et je dirais, oserais-je dire, ancré et équilibré à sa réalité physique. D'accord? Donc ça, premier jour. Le deuxième jour, je vais parler aux élèves de tout ce que l'on est susceptible de rencontrer dans l'état hypnotique. Donc là, je vais faire mention de différents plans, je vais faire mention de différentes consciences humaines, non humaines. Et si j'arrive à tenir tout ça en 4 heures, la fin de journée, je commence un début de pratique. D'accord? Début de pratique durant laquelle je vais pousser les élèves un peu dans leur retranchement au niveau de leurs émotions. D'accord? Parce qu'un télépathe, c'est un sujet humain qui va, je te l'ai dit, hors enregistrement, mais qui est capable de faire tomber les frontières de ce qu'il est, de ce qu'il croit être et quelque part de tout ce que les autres ont fait de lui. Et ce sujet-là, une fois qu'il est dépouillé, qu'il est effeuillé,
de toutes ces informations et de ces fréquences, il va être prêt à accueillir l'univers d'un autre. C'est pour ça que nous sommes faits. Accueillir l'univers d'un autre, en faire une lecture grâce à ce véhicule que j'aime à appeler émotionnel. D'accord? Donc, le faire gagner en expansion émotionnelle, c'est ce que je vais m'atteler à faire le deuxième jour, encore une fois, si j'arrive à clôturer mes 5 à 6 heures d'intervention. Et puis le troisième jour, pratique exclusivement. Donc j'ai différents exercices, très spontanés, c'est-à-dire selon la dynamique du groupe en réalité, selon ton niveau d'entrée en hypnose. Tu en as qui sont terrorisés, tu en as qui se jettent de l'avion avec moi. Donc je suis obligée d'établir une moyenne et puis on fait beaucoup de pratiques, auprès d'interférences humaines, non humaines et encore une fois, j'aime aller secouer un peu au niveau émotionnel. Vivement. Je me demandais aussi quand tu es support télépathe pour Calo, est-ce que tu es télépathe pour d'autres personnes? Non, J'ai été approchée hem, par certains autres opérateurs, heu, par des pointes dans le domaine et j'ai toujours refusé et décliné leurs invitations de participation parce que entre un télépathe et son support, doivent exister différentes synergies intellectuelles, énergétiques, émotionnelles et un lien de confiance qui se forge au gré des expériences et à ce stade, je me sens rassurée avec lui. Je sais qu'il assure les arrières, peu importe, le type de scénario dans lequel on va être amené à travailler, il assure les arrières. Donc exclusivement Calo, à ce stade, oui. OK. Est-ce qu'il y a eu des fois où, la canalisation de certains êtres a pu être, plus dérangeante? Est-ce que tu peux nous expliquer, nous décrire ce qui se passe dans ces moments-là pour toi? Alors je te demande de prendre en compte que pour chaque télépathe que tu peux voir travailler dans la team, il existe, tu sais, différents niveaux de plongée. Admettons que l'eau soit traduit en tous les cas, l'état hypnotique. Donc chacun d'entre nous, c'est le cas pour les télépathes qui travaillent avec moi, descendent à des paliers différents, d'accord? À ce stade, j'entre à des paliers tellement profonds que je reviens quasiment toujours amnésique de mes interventions, d'accord? Donc, certaines sessions restent à l'esprit, les plus marquantes, les plus secouantes, en effet, donc je pourrais te d'emblée, là, j'en ai quelques-unes qui viennent à l'esprit. Mais disons que pour 90 95 des sessions, les mémoires de mes interventions disparaissent. Ah ouais. Et Donc est-ce la que tu question: regardes «Est-ce que tes tu es sessions? affecté?» Non, jamais, je ne me regarde jamais, je ne me supporte pas à l'écran, donc non, jamais, mais jamais. Ah oui? On m'en parle, on m'écrit, sur YouTube, sur, mes différents réseaux. En fait, je suis au courant de ce qui se passe en session par rapport au feedback, tu sais, que les autres me renvoient. C'est dingue. Mais tu sais, la question qu'on me pose souvent, c'est: «Est-ce que tu es affecté par tes interventions?» parce que c'est la question, tu sais? Ouais. Hem, Quand tu vois certaines interventions sur lesquelles on va être, amené à travailler sur des cas de possession ou encore sur des cas de contrôle mental. Heu, N'importe quel spectateur s'interroge: «Et après? Qu'est-ce qui se passe après Ouais. finalement pour eux?» Des fois, tu sembles vraiment souffrir là. En apparence, en réalité, parce que je prête tout mon corps dans un espace-temps pour un autre qui n'est pas capable de faire ce travail-là et tu sais, il y a beaucoup de en session, tu sais qu'on travaille beaucoup sur les programmations, puisqu'on les considère comme néfastes, parce qu'on les considère comme annihilantes, mais moi je pars du principe également qu'il existe des programmations positives et c'est ce que j'encourage, mes élèves à faire avec celle-là dont je suis dotée, que je me suis créée, c'est que quand j'entends déconnecter, que j'entends ce simple claquement de doigts de la part de mon opérateur, je reviens pleinement à moi. Je m'ancre à nouveau dans mon corps, je récupère ce qui appartient au champ de la réalité physique
Donc, je vais pas te mentir, certaines sessions vont être secouantes en termes de fatigue, donc pendant plusieurs minutes, voire pendant une bonne heure, je vais être, sous le coup d'une fatigue intense avec cette sensation de vide, peut-être un peu un vide un peu pénétrant même, mais au-delà de ça, tu reviens très rapidement à toi parce qu'un bon télépathe, c'est aussi quelqu'un qui a envie de revenir. C'est aussi un funambule d'entre réalités qui sait à quel point l'équilibre d'entre réalités doit être assuré. Un sujet télépathe qui revient à sa vie physique, qui ouvre les yeux et qui est dépité de ce qu'il a créé sur le plan physique, heu, qui va éprouver une tu sais, une sensation de manque ou d'insatisfaction de sa construction physique, cet individu-là, il n'est pas fait pour ce travail. Parce qu'il faut être capable de revenir et de revenir bien et pour bien revenir, il faut être attaché à ce champ physique, avoir une passion, avoir des amours pour cette réalité physique, en dépit de tout ce qu'on sait et de tout ce qu'on peut voir derrière le rideau. Et ouais, parce que sinon tu peux vraiment vouloir rester là. C'est le cas. Mais il y a eu des fois où tu as eu du mal à revenir. Je me souviens d'une session en présentiel où tu étais avec Calo donc, et tu avais vraiment de la misère à revenir là. Tu t'en souviens? C'était il y a longtemps, hein. Souvenir, non. Est-ce qu'on m'en a parlé? Oui. Et je peux apporter, disons que je ne vais pas entrer dans différentes spéculations, mais de manière générale, quand l'opérateur je vais faire porter la responsabilité à Callot. Quand l'opérateur va laisser son télépathe plonger littéralement et rentrer en contact comme dans un corps à corps avec certaines fréquences, il peut être plus compliqué pour un télépathe ensuite que de s'extirper de ce bain fréquentiel. Donc ça peut être plus coûteux donc à l'opérateur d'être un petit peu plus, tu sais, capitaine à bord, d'être un petit peu plus remuant pour amener son télépathe. OK. Qu'est-ce qui se passe pour le télépathe, pour l'opérateur de support, quand vous êtes 3, donc le client entre en hypnose, du moins au début? Qu'est-ce qui se passe pour, le télépathe? Est-ce qu'il vérifie ce que le client voit? Ou est-ce qu'il retient ce qu'il voit justement? J'imagine que tu vas en parler pendant la formation. Exactement. Donc quand on entre à 3 opérateurs, clients, télépathes, ce sont souvent les sessions les plus difficiles à gérer pour un télépathe. Pourquoi? Parce que comme je te disais dans les premières minutes, un bon canal, c'est-à-dire un bon télépathe, c'est un sujet qui va être assailli d'un nombre d'informations absolument innombrables, d'accord? Donc ce qui se passe au début de la session, c'est que tu as accès à toutes ces informations comme une déferlante, comme une vague réellement qui déferle, hein, sur ta conscience. À l'opérateur de limiter le focus. Tu sais, comme en français, on appelle ça tu sais, les œillets ou les ornières, comment on Les appelle ça? œillères. Voilà, les œillères. 16 ans loin de France, et déjà je perds mon français. Mais en réalité, c'est le travail de l'opérateur que de restreindre l'accès à l'information de son support télépathique. Et quand le client entre, effectivement, l'opérateur est moins soutenant. Il y a moins cette création d'étau autour du support. Donc, on est dans une sorte de contrition, une sorte d'immobilisme un peu dérangeant. Donc, on fige une scène et on attend. Si Calo nous dit, disons, si l'opérateur te dit, tu suis la scène, alors tu suis, mais tu es réellement dans une sorte d'immobilisme forcé. Et c'est extrêmement désagréable pour un télépathe parce qu'entrer en hypnose, c'est justement avoir le champ libre pour l'accès à l'information, non? Dénoué de ce corps physique, c'est une sorte de liberté, interdite à ce moment-là. Donc c'est un sacré challenge pour un télépathe. Et ouais, surtout quand des fois, ça peut durer une demi-heure. C'est Exact, ça peut durer une demi-heure. Donc pour l'opérateur, tu sais, c'est aussi un jeu, hem, hem, comment dire? Périlleux que de guider ce type d'hypnose parce qu'il faut apporter un juste équilibrage d'intervention entre le client et entre son télépathe. Mais je dois t'avouer que pour un télépathe, c'est loin d'être évident. ouais, j'imagine. Aurore, en session, tu sembles avoir
un contrôle quasi parfait de tes émotions et on devine pourtant un profond cheminement intérieur de ta part. Comment est-ce que tu es parvenue à gérer au fil du temps tes émotions, surtout celles à basse fréquence? Comment ne plus se laisser dominer par ces mêmes émotions? Par les émotions à basse fréquence, tu dis. Mmh. Eh bien, je me suis programmée comme précédemment, c'est-à-dire positivement. C'est-à-dire que nous sommes humains, donc peu importe ce que d'autres sont capables d'avancer quant, au fait d'être en mesure de s'extirper pleinement de cette marée de fréquences humaines, à mon sens, c'est impossible. Il faut apprendre à vivre avec. Donc, je m'autoprogramme ainsi. Mon corps va être l'interface de captation et d'émission de toutes ces fréquences, qu'il s'agisse de colère, qu'il s'agisse de tristesse ou qu'il s'agisse encore de peur, voire même de nostalgie. D'accord? La programmation repose sur le côté éphémère sensoriel, c'est-à-dire que pour toutes les choses de la vie quotidienne, je vais me laisser faire l'expérience de l'émotion sans laisser cette émotion s'installer dans mon corps. Alors je vais ressentir peur, je vais ressentir colère, tristesse, culpabilité, que sais-je encore, mais de façon éphémère. Et c'est ainsi que je parviens non seulement dans mon rôle de télépathe et d'opératrice, mais plus que tout quand même en tant qu'être humain, à faire ce que tu appelles une gestion émotionnelle relativement adéquate. Ouais. Tu sais, la majorité des êtres humains se laissent nécroser par leurs émotions humaines en oubliant qu'ils peuvent pas se mettre à distance, non, mais qu'ils peuvent imposer une temporalité à l'expérience de cette émotion dans leur corps. Ça, ils ne le savent pas, ou ils l'ont oublié, ou par paresse, ils ne veulent pas le faire. D'accord? Et c'est pour ça qu'en session, on va voir des émotions peut-être présentes toute une vie dans le corps d'un sujet. Hein. C'est comme si ça vibrait comme un cœur battant, une émotion de tristesse. Et cette tristesse, on le sait, si elle reste dans le corps, si elle se loge derrière un organe, il peut y avoir la possibilité de l'émergence d'une maladie physique. Mmh. Il peut y avoir la possibilité d'une création interférente, humaine, non humaine. Donc la gestion des émotions, c'est la clé en réalité, c'est l'assurance quelque part de réalisation correcte de notre vie humaine. Et ouais. Donc si on s'impose ensemble ce facteur éphémère, ok. Alors des fois je suis très en colère. En plus tu sais, je suis du sud de la France, on est plutôt fougueux, tu sais. Eh bien, oui, je m'autorise colère, mais colère dans une heure, ça n'existera plus dans mon corps. Il n'en est pas question. Waouh. Éphémère. Voilà comment je m'y prends. Parfait. J'essayerai, je te tiendrai au courant. On va en parler dans quelques jours encore. Hem, Visiblement tu apprécies travailler avec plusieurs supports télépathes. Comment est-ce que tu choisis tes télépathes pour telle ou telle session? Est-ce que c'est juste une question de planning ou est-ce qu'il y a une autre raison pour laquelle tu choisis tel télépathe pour telle session? Ah, le planning n'a absolument rien à voir avec mon choix d'accompagnement. Comme je te le disais précédemment, en dehors du fait que c'est impératif que s'établisse entre l'opérateur et son support une synergie émotionnelle, intellectuelle, énergétique. euh, Au-delà de ça, chaque télépathe a un palier d'action lors de cette plongée dans l'état de transe. D'accord? Donc, quand j'entre en contact avec les points de référence d'un client, je suis en mesure de savoir quel télépathe, selon son palier, tu sais, sa frange d'action, euh,
son système de captation et d'émission et de fréquence et d'information va être capable d'assurer au mieux le job à mes côtés en session. Waouh. Tu vois, par exemple, Calo, aujourd'hui, de par ma grande résistance, dans l'état hypnotique, me fait entrer quasiment exclusivement sur les sessions, j'aime à les appeler stade 4 dans mon jargon, c'est-à-dire au niveau de profondeur, ce qui me permet d'assurer des sessions pour des cas de possession, de contrôle mental ou d'interférence extrêmement lourds. Si on revient à ta session qu'on peut retrouver sur YouTube, donc qui date de 2015, sur la chaîne de Calo, c'est la numéro 786 pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. On a vu que tu existes sur une autre ligne de temps dans une race de félidés. Est-ce que tu ressens une affinité particulière pour les félins? Alors c'est une question que j'entends pas pour la première fois, je dois te dire. Et qui se rapprocherait, si tu me permets, d'accord, je vais comme enrichir ou complémenter ta question, mais quelque part, est-ce que cette pluridimensionnalité ou est-ce qu'une information dans une de mes vies passées concernant cette race félinoïde, concernant peut-être un passé pléiadien ou un passé plus glorieux, définit en quelque sorte l'être humain que je suis aujourd'hui? Ou est-ce que ça fait partie de moi ou encore est-ce que ça m'influence? On en vient à ta question, est-ce que ça m'influence dans mon amour, mon désamour pour les félins? Et je dois te dire que non, parce que je suis celle que je crée en cet instant. Alors je me fous complètement de savoir, si j'ai été une princesse dans une vie passée ou si j'ai été un meurtrier en série dans une vie passée. Ce qui m'intéresse, c'est la création de ce que je suis maintenant et c'est ce qui va définir tout le reste, je crois. Mmh. OK. Est-ce que tu as envie de nous parler de métabolisation, de ta propre métabolisation suite à cette fameuse session de 2015? Ça date un petit peu, mais est-ce que tu t'en souviens? Hem, cette C'est question, 2015? ouais, en tout cas, c'est en 2015 qu'elle a été, publiée. Mmh. Elle peut dater d'avant. Alors cette session sans grand mystère puisqu'elle est partagée publiquement, j'ai voulu la réaliser, principalement pour une raison. Parce qu'à l'époque, donc il y a 7 ans, j'étais mère de 2 jeunes enfants et j'étais, ce qu'on appelait une mère hélicoptère. C'est-à-dire que je ne supportais pas de voir ma progéniture s'éloigner sans ressentir une panique profonde dans le corps et une panique inexpliquée parce que je n'avais pas eu d'autres enfants. C'était pas, c'était pas une peur mature, une peur logique en réalité. Pour la petite histoire, quand Johanna entre en hypnose, elle décrit une scène dans laquelle je perds la vie en mettant au monde un enfant. Non, il s'agit d'une mort dans le sang, une mort, dans les larmes, même si elles sont ensuite éthériques, mais une mort dans la souffrance. Il faut savoir que dans cette vie-là, j'ai expérimenté la mort à plusieurs reprises, à 4 reprises, dont 2 fois lors de mes 2 accouchements, dans le sang également. Hem Donc tu sais, au fur et à mesure que tu avances dans la vie, quelque part le puzzle de compréhension se met en place. En tous les cas, pour moi, ça a été le cas. Et concernant cette métabolisation, en réalité, et c'est ce que je soutiens auprès de mes clients qui s'interrogent sur, hem, le manque de rapidité, tu sais, de changement, de transformation après la session, je leur dis: «Attends, attends, tu viens peut-être chargé depuis 20 ans, peut-être depuis 25 ans de préoccupations, de maux physiques, d'interrogations psychiques. Tu n'es pas capable de te laisser 6 semaines, 7 semaines juste pour intégrer l'information sur différents plans. Juste quelques semaines, c'est une poignée de jours dans ce que représente notre vie humaine. Et, en réalité, j'ai commencé à ressentir les changements au bout de 6 mois. Mais c'était pas flagrant au départ, tu sais, c'était très parcellaire. Et puis au bout de 7 à 8 mois, c'est ce reflet matriciel, autrement dit, ce sont les autres, en me regardant, qui me disaient: «Qu'est-ce qui se passe Aurore? Tu es différente». Première fois.
puis une autre fois, mais ils sont à 300 mètres, tu les laisses s'éloigner, vraiment. Et tu sais, sur le moment, j'étais dans une telle suractivité professionnelle que j'intégrais l'information sans réellement y prêter garde. Et puis un jour, quelqu'un qui m'est encore plus proche m'a dit, mais tu as changé. Tu l'as laissé sortir, passer la nuit dehors, et c'était un petit enfant encore, non? Et j'ai dit, mais mince alors. Effectivement, ça y est, ça y est. Et à ce moment-là, tu sais, c'est comme quand tu entres en hypnose. Il y a comme des rouages internes qui, qui se mettent en place et tu te dis, ça y est, la paix, concernant ce point-là, je l'ai, je l'ai. Donc c'est ainsi que j'ai su que la métabolisation était concrète, palpable. Et du coup, pendant les 6 premiers mois, tu as lâché prise? Pendant les 6 premiers mois, comme je te dis, j'étais à une époque où j'étais dans une suractivité, à dormir entre 4h30 et 5 heures par nuit. Je dois t'avouer que c'est quand on s'ennuie qu'on s'interroge sur l'inefficacité de la session. Quand tu es en état d'activité, heu, ou en état de création, puisque c'était aussi mon cas, tu laisses le temps faire son œuvre, avec bienveillance. Ouais, logique. Et ça pourrait être le bon moment aussi de nous rappeler quelques bases, quelques informations concernant, cette période d'après-session compliquée. Hem, Est-ce que tu as envie d'en ajouter plus? Des Alors conseils? oui, l'information la plus importante que j'aimerais te partager, peut-être partager avec tous ceux qui vont voir cette vidéo, c'est leur dire que la post-session, c'est comme la vie humaine. C'est-à-dire, ça va être hem, une phase aléatoire de bons jours et de mauvais jours. D'accord? C'est un processus qui se veut non linéaire. Donc, tout de suite après la session, il y a comme un shot énergétique. Il y a comme une prise de conscience et il y a une forme de paix dans le corps du client. Et puis quelques jours après, parce que le corps mental et ce que j'aime à nommer ces masturbations mentales font leur œuvre, eh bien toute la mécanique structurelle psychique se remet en place. Hem, les patrons d'hier redeviennent les patrons d'aujourd'hui et il y a une sorte d'affrontement entre cette nouvelle énergie qui voudrait se mouvoir, qui voudrait s'expanser dans le corps et puis cette structure rigide qui est là depuis les plus jeunes années, qui n'a pas envie, de se faire expulser, d'accord? Donc durant ces quelques semaines qui vont suivre la session, il va y avoir une force d'opposition dans le corps du sujet, entre ce que j'étais et ce que je suis. C'est pour ça que c'est non linéaire. Donc il faut au quotidien travailler sur sa perspective humaine, ce que je veux de moi, ce que je souhaite créer, la façon dont j'ai envie de me définir dans ma réalité. Mais tu sais, il ne s'agit pas de le dire comme ça là aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est une discipline qui doit devenir mentale au quotidien, un jour à la fois, pas de temps en temps parce qu'on est paresseux cognitivement. Non, Ouais, tous les jours. Qu'est-ce que je crée? Faire du journaling, tu sais, c'est très positif parce que ça te permet en quelque sorte, de poser les bases de nouvelles constructions quelque part et de permettre à cette énergie de s'imposer de façon différente à ta réalité et à ton corps sur Terre. Donc, les mots-clés, ce serait processus non linéaire et étape active de création au quotidien pour soutenir ce travail qui se veut dynamique en interne. ouais, Ça répond à ta question? parfait. Mm. On peut s'interroger sur le fait que parfois en session, on ne remonte pas à l'origine de l'accord que la conscience a pu donner. Peux-tu nous dire dans quel cas n'est-ce pas nécessaire? Est-ce que la question est bien posée? Alors, pour ceux qui découvrent peut-être ce travail, les concepts peuvent être, disons, difficiles à appréhender. Mais effectivement, quand il y a une problématique présente, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychique, on va encourager le sujet à remonter à l'origine du trouble, et bien plus souvent à l'origine de l'interférence, c'est-à-dire de cette prédation qui s'exerce dans le cette prédation qui s'exerce dans le présent. Pourquoi Céline, dans certaines sessions, je ne remonte pas sur cette ligne de temps? Parce que mon sujet humain, ou plutôt mon client, est tellement conscient, est tellement réactif
que ce serait une nécessaire, on dit ça en français? Non nécessaire que de remonter cet espace-temps et d'aller enquêter sur le pourquoi la conscience s'est ouverte à une autre conscience. D'accord? Donc il m'arrive d'échapper à cette structuration, cette organisation en session. Non. Si le sujet est très conscient, je m'épargne la visite de ce passé. Mais quand même, dans 90 à 95% des sessions, on va prendre le temps de remonter le temps et de faire comprendre au client que sa conscience est comme un temple sacré, que dans cet espace-temps, ce temple a été ouvert. Ça nous permet de rebondir dans le présent et de lui dire de la même façon que tu as laissé cette porte ouverte hier, souviens-toi que tout ceci est à toi. Donc cette porte peut être refermée et tout ce qui te dérange peut-être dans le présent peut être expulsé de ton corps et de ta conscience. Ça me permet plus de rebondir, tu sais. Exact, ce serait de toute façon une perte de temps. Dans certaines situations, en effet. Alors, Aurore, nous les humains, on est nombreux à baigner dans toutes sortes de programmations, d'autoprogrammation aussi parfois depuis la naissance. Comment parvenir à se débarrasser de tous ces programmes, de toutes ces croyances destructrices qui nous empêchent d'être libres? Alors, je résumerai toutes ces programmations à une seule. Je t'inviterai à t'interroger sur la programmation de codépendance qui anime ton corps depuis ton premier souffle de vie. Tu sais, l'être humain est le mammifère le plus vulnérable, le plus fragile à mon sens de toute cette terre. Tous les autres, une fois sortis du ventre de leur mère, sont capables de se débrouiller à peu de choses près, survivre. Tu poses un enfant d'1 minute de vie par terre, tu ne lui apportes aucun soin, il meurt. Donc nous savons dès notre premier souffle que nous sommes des êtres de codépendance. Ça, c'est comme un sceau, tu sais, en nous. C'est un sceau, non? C'est écrit profondément en nous. Alors je t'inviterai à t'interroger sur la valeur de cette programmation centrale qui va déterminer tout le reste. Non seulement ces programmations de codépendance à l'égard de tes pairs, à l'égard de tes parents, à l'égard de tes éducateurs, à l'égard de cette société qui t'accueille, qui t'héberge dans cet espace-temps, et plus encore, cette programmation de codépendance qui va résonner dans l'éther comme un parfum familier. Codépendance. Autrement dit, la base de la création interférente. Donc je t'inviterai à t'interroger et à travailler plus que tout, mettant de côté toutes ces programmations que tu as, ou ces croyances même dont tu as parlé sur la valeur de cette programmation de codépendance. Parfait. On va, sans transition, changer un peu de sujet, on va dire ça. Rentrer un peu plus dans le vif du sujet, peut-être aussi. Et j'aimerais ouvrir une fenêtre sur tout ce qui est abduction extraterrestre. Quelles sont les races extraterrestres qui interfèrent le plus souvent la race humaine et pour quelles raisons le font-ils? Alors avant de répondre à ta question, si tu me permets, j'anticipe peut-être les questions des néophytes, mais une des questions qu'on me pose, c'est qu'est-ce qui te permet de dire que ce que tu vois est vrai, puisqu'on parle de ces créatures? Qu'est-ce qui te permet de dire que c'est vrai? Qu'est-ce qui te permet d'annoncer comme ça, sur des chaînes, sur des réseaux sociaux, que tout ceci est vrai et que tout ceci existe? Eh bien là, moi, tu sais, j'aime pousser mon interlocuteur à inverser son entendement. Et je lui répondrai ainsi. Il y a ce que je vois, cher ami. Il y a ce que mes télépathes voient. Et là, tu pourrais me rétorquer encore, si ça se trouve. Il y a une sorte de connivence entre vous. Vous vous êtes mis d'accord pour voir ou vous inventez la même chose. Ça en ferait des scénarios tous les jours, hein? Ça en ferait, mais tu sais qu'il y a plusieurs années, on nous a demandé combien on payait nos télépathes pour faire le job.
Combien on Non, payait nos clients pour être acteurs de ces vidéos? non. Si, 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 si. Donc nous ne payons pas nos clients pour, heu, pour jouer ce rôle. Je peux témoigner. Donc la question vient à moi, la question je la fais rebondir sur les télépathes et on nous met tous de côté, d'accord? Et là on parle uniquement de nos clients, c'est-à-dire qui viennent par eux-mêmes sans l'intervention d'un télépathe, donc sans l'intervention d'un tiers. Un opérateur en hypnose, pourquoi pas classique, pourquoi pas ericksonienne, et un opérateur en hypnose régressive tel que mes collaborateurs dans la team, d'accord? Eh bien, de quoi se rend-on compte? Eh bien, on se rend compte que nos clients voient exactement la même chose que nos télépathes en session. Et que plus encore, si tu t'intéresses, c'est-à-dire on sort de la team, parce qu'on peut encore nous dire finalement, hein, c'est une secte qui s'invente ces créatures. Ok, mettons la team encore de côté. Pourquoi est-ce qu'on ne s'intéresse pas aux travaux de l'américaine Laura Knight et Milena Mture, si elle m'entendait prononcer ça, Laura Knight Jadzwick, non, qui, hypnologue, a travaillé également au départ comme hypnologue classique et qui se retrouve au fil du temps à accueillir des clients chez elle, donc qu'elle appelle patients, qui lui font part, pardon, de visions de créatures dégoulinantes, vertes, ressemblant à des reptiles. Et elle reste, comme nous autres, au départ en état de sidération en se disant peut-être que je vais aller diriger ce client vers le département psychiatrique le plus proche de son domicile. Et puis, d'une chose à l'autre, ces clients-là tendent à se renouveler encore et encore. Elle en est, euh, elle est l'interprète aujourd'hui de cette entre-réalité. Mais d'autres après elle l'ont fait. C'est-à-dire qu'avant même de parler de ces créatures, il faut se dire est-ce que c'est pure invention de la team ou est-ce que c'est un dénominateur commun à nos consciences humaines, à nos mémoires humaines? Donc ça, c'est la base. Ça, c'est dit. Donc maintenant, pour revenir à ces interférences tu m'as dit les plus récurrentes, c'est ça? Oui, Les plus oui. récurrentes. Alors celles qui vont être observées à la fois dans le cas d'une intervention avec un sujet télépathe ou directement avec le client, les plus récurrentes dans l'ordre, j'oserais dire reptiliennes, insectoïdes et humanoïdes. Pour en revenir à leur champ d'action, donc je fais vite hein, parce que je vais en parler durant la formation, j'ai quand même 2 heures de présentation les concernant. Euh, les reptiliens, leur nourriture de prédilection, c'est tout ce qui est lié aux émotions humaines de colère, rage, insatisfaction, désir de revanche. Donc, ces créatures-là vont chercher à nous faire produire ce type de fréquence dans le corps. Hmm. Les insectoïdes, principalement, vont se dédier au recueil, à l'analyse d'informations concernant cette espèce humaine et à la soustraction d'une énergie, cette fois sexuelle. Les humanoïdes sont plus pervers dans le sens où ils souhaitent exercer un contrôle quasiment absolu sur ce que nous nommons en hypnose le corps mental, en utilisant comme véhicule principal le véhicule émotionnel. Voilà. C'est très limité, hein. Je pourrais après te parler d'autres sympathiques visiteurs ou prédateurs, mais puisque tu m'as dit les plus récurrents, j'aimerais mentionner ces deux-là. Ces trois-là, pardon. C'est trop là. Mais déjà, ça me permet de mieux comprendre parce qu'effectivement, bon, tu sais peut-être que je regarde beaucoup de sessions et cette question-là, elle était aussi pour ceux qui vont découvrir cette vidéo et tomber par hasard dessus et peut-être voilà, ne rien connaître du tout au sujet. Mais oui, ça aide à comprendre mieux. Et Et il y en a une justement, qui est fascinante, si tu me permets, parce que je oui, vais en parler durant la formation. L'une d'elles, à mon sens, fascinante, c'est tout c'est toutes ces apparitions de loups-garous. Le loup, tout simplement. oui,
Ces apparitions, tu sais, elles sont plus rares, mais elles sont si inhérentes à notre condition humaine. Quel enfant, hein, quel neveu, quel petit cousin n'a pas parlé d'un cauchemar lié à un loup, d'un loup dans la chambre, d'un loup dans la cave, d'un loup au grenier? Et bien souvent, on leur rétorque, tu sais, les mêmes réflexions qu'on a pu me rétorquer dans l'enfance. Il a une imagination débordante, cet enfant-là. Les loups, enfin, ça n'existe pas. Eh bien, parfois si. Parfois, quand l'enfant dit à ses parents: «Il y a un loup sous mon lit, il y a un loup derrière le placard», il y a vraiment ce type de conscience dans la chambre. Et pourquoi elles sont fascinantes, ces créatures? Parce qu'elles sont de type individuel et parce elles s'intéressent à une émotion de peur. Mais tu sais pas la peur que toi et moi on peut on peut faire émerger. Non, une peur qui est immature. Tu sais, cette peur viscérale, cette peur primitive, une sorte de peur irraisonnée. Et elle vibre tant dans le corps de l'enfant que cet être-là vient, tel un prédateur, pour s'en nourrir de façon opportuniste. Sans qu'il y ait réellement, tu sais, d'interférence comme on peut le voir avec une interférence humanoïde. Elle vient humer, quelque part respirer et se nourrir de cette peur. Et bien souvent, quand l'enfant s'est vu martelé par ses parents que son imagination est grandissante, au fil du temps, cette peur va s'apaiser et se raisonner dans son corps. Et l'être, donc la créature, va se désintéresser de l'enfant parce qu'il ne produit plus cette peur primitive. Hein, Et cette interférence, elle est fascinante parce qu'elle se dénoue par elle-même, finalement. ouais, Elle disparaît comme ça souvent d'un moment à l'autre. waouh, intéressant. Est-ce que ces êtres dont tu as parlé, est-ce qu'ils se trouvent uniquement sur les plans subtils ou bien est-ce qu'on les retrouve ici dans la matière également? Nomme-en un. Mais, par exemple, les reptiliens. Mhm. Là, je vais faire référence à un noyau commun d'informations que nous avons été capables de recueillir dans le cadre de milliers d'heures de sessions. Nous pouvons voir ces créatures humaines, donc reptiliennes, ou encore insectoïdes, comme des vestiges de leur présence sur Terre. Seulement des vestiges. Pour autant, si tu m'interroges sur le fait de leur incorporation dans notre dimension physique, elle est là la question, je te dirais oui, mais extrêmement, extrêmement rarement. Parce que ça implique un mouvement énergétique extrêmement conséquent pour ces créatures. Donc, mettons les reptiliens de côté, mettons les insectoïdes de côté. Ceux qui vont calculer, tu sais, comme nous autres, on s'inscrit, tu sais, dans un rapport de qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds, comme on était de très bons hommes d'affaires, eh bien, les humanoïdes font la même chose. Ils se posent la même question. Quel va être le gain à ce type d'apparition, d'incursion dans la réalité physique et quelle va être la perte? Eh bien, bien souvent, ils vont être les seuls à faire cet investissement d'incorporation, euh, ce que nous allons interpréter, nous autres êtres humains, comme miracle ou comme phénomène d'apparition parce qu'ils vont gagner une foule manifeste de conscience qui va comme adhérer à leur cause, à leur croyance. Donc. Ah là, tu Pour les m'intrigues là. autres, c'est plus sporadique, presque inexistant à mon sens. Et alors au niveau de l'ADN, si on regarderait leur ADN, ils seraient pas humains alors? Ou ils seraient humains? 100%? Puisque pour être incorporé ici, tu vois? Mhm. Donc, tu sais, je fonctionne ainsi. Plus la question est précise, plus je vais te répondre avec précision. Donc, admettons, dans un champ de possibles, Oui, qu'une créature insectoïde prenne un contrôle absolu, une incorporation parfaite dans un corps humain, oui. c'est impossible. Mmh. À ce stade, c'est impossible parce que tu sais ce qu'on va pouvoir me rétorquer, c'est mais Aurore, quand on voit certains hommes d'affaires, quand on voit certains politiques, sans les nommer, ils semblent être une parfaite représentation de ces prédateurs qu'on décrit volontiers dans les terres. Oui,
Parce que le degré d'interférence est tel que l'interférence parvient à manifester son reflet au plus près du corps physique. Tu sais, tout est question de pourcentage. Admettons que l'interférence soit comme la maladie humaine. Et j'aime à répéter qu'il existe autant d'interférences que de maladies ou de virus ou de bactéries encore sur Terre. Alors certains d'entre nous vont être sujets à l'interférence, tu sais, semblable à une goutte au nez. C'est comment on dit en français, là, une sorte de rhume des fous, je sais pas, non? Et puis certaines interférences vont se rapprocher d'une maladie en phase terminale. D'accord? Eh bien, quand on parvient à parler d'un être humain semblable ou quasiment semblable, transpirant de cette énergie reptilienne, on parle d'une interférence tellement conséquente que l'interférence parvient à transpirer dans l'être humain, à coller au plus proche de l'être humain. Mais la conscience humaine est toujours là. Il n'y a Ok, pas d'incorporation à 100% de ces créatures dans un corps humain parce qu'il y a un phénomène d'incompatibilité d'entre corps et d'entre ouais, consciences. et ouais. Ah, c'est tout de Donc suite tout plus clair. dépend le degré d'interférence dans le corps humain. Waouh. Euh, Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est un humanoïde? Vaste projet. Alors, à mon sens, ce sont les prédateurs dont il faut le plus se méfier. Pourquoi? Parce qu'on les confond non seulement dans les terres, mais également dans le cadre de notre activité onirique avec des êtres humains. En apparence, ils sont fidèles aux humains. Ils peuvent être, hum, ils peuvent être dotés de différentes nuances, non, différentes couleurs de peau, de, de couleur de couleur des yeux, de cheveux encore, d'accord? Certains sont sexués. Dans la plupart des cas, ils vont être vêtus. Périlleux, pourquoi? Parce qu'ils sont si fidèles à nous-mêmes physiquement qu'on pourrait se méprendre. Mais si tu prends un instant le temps de mieux les regarder, de mieux les ressentir, tu vas te rendre compte qu'ils disposent d'une énergie plastique, une énergie comme rigide, et que le fait d'entrer en contact avec eux, c'est comme plonger dans un abîme sans fond. D'accord? Là où il n'y a pas de place pour cette richesse émotionnelle que seul un être humain est capable de produire. Donc, quand tu entres en contact en tant que télépathe, ou là, par exemple, même toi et moi, il y a une énergie qui va se créer entre nous, eh bien, euh, Céline, tu disposes de ce que j'appelle un piano, c'est-à-dire de touches noires et de touches blanches. Les touches blanches sont toutes les expériences positives que tu as accumulées au gré de tes vies, de tes formes de vie peut-être. Et toutes ces touches noires représentent toutes tes expériences négatives, souffrance, de colère, de tristesse, que sais-je. Et tu disposes de ce patrimoine fréquentiel, d'accord? De blanc, de noir, c'est très limitatif, mais pour être peut-être plus imagé, non? Eh bien, quand tu rentres en contact avec ça, les touches disparaissent. Ah, Il n'y a absolument aucune détection d'émotion humaine. Donc, tu ne te reconnais pas dans l'autre. Donc, tu sais que ça n'est pas humain. waouh. Ok. Donc, ce sont des êtres qui vivent dans une dimension, qui ont pris une espèce qui a pris possession de certains territoires terrestres, qui ont pour but de récolter le plus grand nombre conscience, de conscience humaine. C'est très limitatif, non, mais ta question l'était également. Restreinte en tous les cas. Si tu as d'autres questions, on rebondit. J'ai pas de problème à te répondre. Mais je voulais justement rebondir sur l'activité onirique dont tu parlais. Euh, Est-ce que tu veux bien expliquer, parce que tu disais qu'ils pouvaient justement, ces humanoïdes, apparaître dans les rêves, et donc la question c'est, se font-ils passer pour des personnes que l'on connaît, par exemple? Oui.
Ils se font passer pour nos proches, ils se font passer pour nos partenaires de vie, ils peuvent se faire passer pour nos enfants, mais encore une fois, souviens-toi, ils sont incapables de produire par eux-mêmes une émotion humaine. Donc, ils se contentent en quelque sorte de faire un copy-paste d'une information. Admettons que je sois un humanoïde et que je me rapproche de toi. D'accord? J'ai déjà un accès. Tu as accepté l'interférence. Je suis dans la place. D'accord? Je vais m'intéresser à tes mémoires. Je vais plonger dans ton passé et je vais aller cueillir une information concernant peut-être une grand-mère que tu as beaucoup appréciée, que tu as beaucoup aimée. Je vais faire un copy-paste, un copier-coller de l'apparence de cette grand-mère, voire même de l'information concernant l'odeur qu'elle était susceptible de dégager. Mais souviens-toi, il ne s'agit pas d'émotion, il s'agit simplement de fréquence. Donc la façon dont ton corps va interpréter cette proposition d'information. Et tu vas croire tout bonnement que grand-mère est parmi cet espace onirique, alors qu'elle n'y est pas. Donc oui, ils utilisent de nombreux subterfuges, mais auparavant, cela signifie qu'il y a déjà une interférence en place, non, parce qu'il s'agit d'un vol d'informations te concernant en réalité. Et c'est bien aussi par ce chemin-là qu'ils t'attendent à la fin de ta vie, en se faisant passer également pour les êtres que tu as le plus aimés. Ok. Mais est-ce que ça peut arriver qu'on rêve vraiment d'une personne qu'on connaît? Tu vois ce que je veux dire? Parfaitement. J'ai une pensée en arborescence, alors j'essaie de construire de façon ordonnée la réponse que je vais pouvoir t'apporter. Pour être clair, Céline, partons du principe que tu attires dans l'éther ton reflet fréquentiel et que quand tu t'adresses à l'invisible te répond. Jusque-là, ça va. Oui, tu vas pouvoir avoir accès à cet être qui t'est cher si déjà tu formules l'envie de vouloir entrer en contact avec lui. Et cette pensée doit être, comme je l'ai dit précédemment, il ne s'agit pas de le penser une seule fois, il s'agit d'avoir cette pensée récurrente au quotidien, premièrement. Deuxièmement, il faut que ta fréquence soit calibrée à la fréquence de l'autre pour que vous puissiez vous connecter et qu'un canal puisse être créé, un canal dans lequel va pouvoir transiter fréquence, vont pouvoir transiter fréquence et information. Est-ce que tu me suis toujours? Oui. Bien. Donc, quand, admettons, tu fermes les yeux cette nuit et tu vois apparaître, pardonne-moi, je vais prendre ta grand-mère pour exemple, je ne sais pas si elle est vivante ou morte, mais prenons-la pour exemple. Grand-mère, c'est pas grave. Okay. L'exemple est parfait. Il ne touchera pas. Ok. Admettons qu'elle se présente à toi. Eh bien, si tu es autoprogrammé positivement, c'est-à-dire tu te souviens de toutes ces autoprogrammations que j'ai nommées précédemment, et que quand cette conscience se présente à toi, tu calibres ta fréquence à celle de cette conscience, tu vas savoir immédiatement s'il s'agit d'une conscience humaine ou non humaine, et tu vas savoir interpréter la fréquence, plutôt l'émotion qu'émet cette conscience dans cet espace-temps. Donc tu vas savoir immédiatement, admettons que ta grand-mère était une grand-mère, tu sais, gâteau, tendre et paisible, et un être humain parfaitement serein, surtout sur ces derniers jours, et que tout à coup, alors que tu entres en contact avec elle, tu as une sorte d'angoisse qui t'attrape les entrailles. Disons que c'est un red flag. Déjà, tu t'interroges. Non, il faut avoir une conscience dynamique. Non. Mais ouais. Bien. Et ça marche également. Tu sais, j'en parle, je vais t'en parler pendant 3 jours, mais tout ça, ça s'applique aux prières et ça s'appelle à toutes nos tentatives de communication avec l'éther ou encore avec l'invisible.
quelle est la fréquence que tu fais vibrer dans ton corps avant d'utiliser Ouija, ton tarot ou encore ton pendule. Quelle fréquence? Parce que de l'autre côté, à partir du moment où tu penches un œil vers l'éther, il te regarde. Et c'est celui qui te ressemble le plus fréquentiellement qui va pencher un œil sur toi. Et ouais. Donc on peut utiliser tous les outils. C'est bien souvent, on me dit, tu critiques le Reiki. Absolument, vous ne m'entendrez jamais critiquer aucun outil. À mon sens, ils sont tous des voies d'accès à la compréhension de l'être humain, à la compréhension du soi. Pour autant, dans quelles conditions sont utilisés ces différents outils? C'est la Et question ouais. sur laquelle je m'interroge. Et ouais. Mais souvent, on les utilise pour avoir des réponses parce qu'on n'est pas bien, ou parce qu'on stresse, parce C'est qu'on est ça. dans l'angoisse. Et c'est pour ça qu'on est interféré. Quand tout va bien, on va pas se poser des questions, on va pas aller tirer un tarot quand tout va bien. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'influence, d'interférences sur cette terre concrètement. Parce que quand on prie, et je parle de la prière dans toutes les religions, ou quand on utilise un de ces outils qu'on vient de mentionner, eh bien, il y a toujours l'émission d'une fréquence d'insatisfaction, de manque, euh, de vide, de compréhension, de quête absolue, que sais-je. Quoi qu'il en soit, selon notre échelle d'émotions humaines, nous vibrons à une fréquence négative. Donc nous attirons notre semblable, nos reflets dans les terres. Donc ceux qui viennent répondre à nos planches de Ouija, à nos verres qui bougent et à nos consciences endormies. De Est-ce toute que ça répond à ta façon, question, du coup? oui, oui, oui. Ok. Par rapport au Ouija, évidemment, c'est pas nécessairement conseillé de le faire. Comme je te dis, je pars du principe que tous les outils sont bénéfiques. Encore une fois, avec un état de conscience particulier, avec et surtout un état de fréquence particulier. Vraiment, j'invite peut-être ceux qui te suivent à s'intéresser aux travaux de Laura Knight, mais on peut apposer beaucoup de critiques au contenu qu'elle a apporté, mais on ne peut que respecter la rigueur et la ténacité que elle et son groupe a apporté dans la compréhension des phénomènes de l'invisible, parce qu'ils ont utilisé une planche de Ouija pour créer une communication avec l'invisible. Et ils se sont rendus compte, pas au bout d'une fois, ni de deux fois, ni même de dizaines ou même de centaines de fois, ils ont réalisé que leur fréquence d'émission était incorrecte. Donc, tant que leur fréquence d'émission était incorrecte, eh bien, de l'autre côté, le communicateur allait être incorrect. Donc, insulte, tu sais, des phrases absolument incohérentes, sans sens. Et quand enfin ils ont pris conscience que la fréquence vibrante allait déterminer la qualité de la communication, ils ont continué avec cette planche de Ouija et ont établi, encore une fois, on peut me rétorquer beaucoup de critiques quant à leur contenu, mais en tous les cas, il y avait un véritable dialogue entre eux de l'autre côté et eux sur place sur le plan physique. Donc, à mon sens, tous les outils sont bénéfiques, enrichissants, à condition d'être préparés fréquentiellement pour s'adresser à l'au-delà et pour pouvoir créer cette communication avec l'au-delà. Ok, j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est pas grave. Ah oui, est-ce qu'elle a une chaîne YouTube? Elle est plutôt elle vit en France d'ailleurs. Je lui avais écrit une fois et elle rigolait parce qu'on porte le même nom de famille au final et qu'on se dédie dans ses fondements à la même activité. YouTube, elle a tu peux trouver des vidéos d'elle sur YouTube, mais je te conseille plutôt la lecture de ces ondes. Onde 1, 2, 3, etc. Bon, on a un petit peu bifurqué. Où est-ce que Mhm. j'en étais? Ah, donc, quand on regarde tes vidéos, quand on regarde les vidéos de la team, on peut remarquer qu'il existe plusieurs types d'abduction, enlèvement extraterrestre. Selon ton expérience, Aurore, peux-tu nous parler de ce qui ressort le plus souvent en session, quand c'est le cas? Quand tu me parles de l'interférence qui est aux commandes d'une abduction ou de l'abduction en elle-même? Des différents types d'abduction. On peut les limiter à 2 plans, plan physique, plan non physique. Oui. C'est plus réducteur, mais en tous les cas, c'est plus simplifié. Hem, je pense que Nathalie aborde ça aussi dans le cadre de ses conférences, non? Phénomène d'abduction. Donc, Mmh. on va les limiter donc à ces 2 plans. Donc, il existe des phénomènes
d'abduction sur le plan physique. Et tu te souviens de ce que j'ai dit plus tôt? Tout type d'incorporation dans la matière est extrêmement coûteux pour ces consciences qui vibrent et qui vivent sur un autre plan. D'accord? Donc, quand elles font cet investissement d'abduction physique, il y a toujours un gain à la clé pour elles. D'accord? Donc, soit il s'agit d'organiser des prélèvements dans la matière physique que nous sommes, soit directement d'intervenir sur nos consciences, mais là on bascule sur une abduction non physique en réalité. Mhm. Donc abduction non physique, c'est tout ce que tu peux voir en réalité dans le cadre des sessions, c'est-à-dire qu'une conscience va être extraite de son corps physique, va être déplacée dans un autre espace-temps pour y subir tout un tas d'interventions, de traitements, voire d'implantations. Et est-ce que parmi toutes les races, premièrement, est-ce qu'il y a plusieurs races qui opèrent ce type d'enlèvement? Est-ce qu'il Alors, y a... j'en reviens à mon précédent raisonnement. Les seuls qui réalisent ce type d'investissement à ce stade, c'est-à-dire avec plus de récurrence, vont être les humanoïdes accompagnés de leur bras armé, c'est-à-dire celui que nous sommes capables de détecter en premier, c'est-à-dire ce gris. Mhm. Ouais. Mais tu sais, dans 99,9% des situations, on a affaire à une abduction de type euh, non physique. D'accord? Ouais, ok. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est un implant? Et comment est-ce qu'un implant peut impacter les êtres humains que nous sommes? Alors, de façon réductive encore, on peut considérer l'implant comme une création prédatrice, une création prédatrice. Alors, qu'est-ce que j'appelle une création prédatrice? C'est l'imposition, l'installation dans nos corps d'une technologie qui nous dépasse en tant qu'être humain en 2022, qui nous dépasse. Une technologie qui a différents desseins, non, différentes destinations. Certains implants sont placés dans le corps simplement comme communément ce qu'on va critiquer, tu sais, de ces boîtes Wi-Fi, tu sais, de ces routeurs. Donc, ce sont simplement des brouilleurs énergétiques, des brouilleurs de fréquences, avec comme conclusion, ou comme impact plutôt la création d'une sorte de confusion mentale dans le corps d'un sujet, d'une difficulté pour lui d'avoir accès à ses mémoires, une difficulté pour lui de s'exprimer dans la matière, d'avoir accès quelque part à ses capacités cognitives. D'accord? Mhm. D'autres implants vont être utilisés comme de simples chips, tu sais, ces GPS de Ouais. localisation. D'autres encore vont servir à ce copy-paste d'informations que je te nommais plus tôt, c'est-à-dire extraire l'information. Par exemple, qu'est-ce que tu es en train de faire là, Céline? Tiens donc, tu es en contact avec Aurore, tu essaies de capter une information peut-être dérangeante, donc ils sont en train de capter la même information que toi, pouvant servir potentiellement leur intérêt. D'accord? Et d'autres implants encore plus redoutables cette fois sont des stimulateurs à fréquence, et pas n'importe quelle fréquence. Admettons que à l'âge de 4 ans, tu aies connu un épisode malheureux euh, avec un sujet masculin qui a touché ton corps de façon inappropriée, va rester une empreinte, un trauma qu'on peut appeler trauma, non, en psychologie, un trauma dans le corps. Ce trauma, ils vont habilement placer un implant pour faire en sorte de le maintenir pérenne, de le maintenir vivant. Donc tu ne vas pas pouvoir métaboliser, jamais traiter cette situation traumatique parce qu'elle est comme figée dans ton Wow. corps. Et cet implant va servir à stimuler cette fréquence, donc à lui donner un champ de radiation plus conséquent que son petit noyau traumatique d'origine. Ce sont
les implants les plus désagréables en réalité pour nous autres. Mais encore une fois, là, je suis très simpliste, hein, parce que je pourrais décliner Oui, ça sous différentes versions. oui, bien sûr. Mais il faut garder à l'esprit une chose. On parle d'une technologie plus élaborée, mais ça reste la création d'une conscience dans mon corps. Une simple création qui n'est pas mienne. Non. À partir du moment où je reconnais cette création comme impropre, libre à moi de m'en débarrasser. Et oui. Est-ce qu'un abducté qui est vraiment conscient d'être abducté, peut-être de façon fréquente, est-ce qu'il peut être programmé pour accepter sa condition? En général, j'imagine que les abductés veulent arrêter ça, mais il y en a que non, il y en a qui l'acceptent. En effet, certains l'acceptent. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on en revient à cette situation de gain et de perte. Alors, on imagine une situation, puisque j'en ai une immédiatement qui me vient à l'esprit. Imaginons une situation dans laquelle un sujet humain se sent tout simplement triste. D'accord? Donc, on a l'émission de cette fréquence dans son corps. Cette fréquence est détectée par une entité humanoïde. D'accord? L'humanoïde va calibrer sa fréquence à la fréquence de l'humain et le canal est rendu possible d'émission et de réception d'informations. Hein. Et comme l'humanoïde est chose consciente et comme l'humanoïde est chose intelligente, il va commencer à susurrer à la conscience de ce sujet humain sa présence. Tu n'es pas seul, je suis là. Une fois que l'autre reconnaît la présence interférente et dit enfin, voilà que je ne suis plus seul, me voilà accompagné d'un guide, d'un maître de lumière, ou pourquoi pas d'un dieu. Eh bien l'autre, vois-tu Céline, peut jouer la surenchère au niveau des propositions. Donc on en revient à cette dualité gain-perte. En proposant ainsi. Sur le plan physique, tu manques de tout. Tu es toute seule. Ah, tu es préoccupée pour ta condition économique, ta condition sentimentale ou encore professionnelle. Eh bien, en cet instant, si tu l'acceptes, je peux faire de toi une élue dans mon royaume. Et là, l'être humain répond, mais qu'est-ce qu'une élue dans ton royaume et qu'est-ce que j'y gagne, moi? Eh bien, je vais faire de toi non seulement une élue dans mon royaume, mais une élue de toi dans ton royaume humain. Ça signifie que tu vas avoir un tel accès de connaissances, un tel accès de savoir que réellement tu vas te placer au-delà de tous les autres. Alors toi, la chose humaine qui se sent dévalorisée, qui se sent insignifiante sur Terre, qui n'arrive pas ou avec difficulté à se manifester, te voilà avec une proposition en main qui pourrait dépasser toutes tes expectatives, toutes tes attentes. Et puis tu cèdes. Tu dis oui, j'accepte. Et il fait de toi ce qu'il a promis. Il fait de toi dans son royaume une élue. Et le temps d'une vie, tu vas être fréquentiellement dans une condition idéale, réellement idéale. Parce qu'il va maintenir une technologie qui va te pousser à croire que tu es dans un Éden. Alors quand moi, Aurore, je me présente en session et que je viens te voir, d'accord? Et peu importe ta condition, parce qu'à ce stade, tu peux déjà te trouver en hôpital psychiatrique, parce que c'est ainsi que l'Occident traite ces accès pluridimensionnels et ce qu'ils appellent la folie. Tu sais, cette capacité de voir simplement différentes dimensions. Mais si je me présente à toi et je te dis, mais reviens, il est temps de revenir à ta réalité physique. Regarde tout ce que tu as laissé. La conscience va regarder son corps et me dire, justement, qu'est-ce que j'ai laissé? Qu'est-ce que j'ai laissé? Une vie médiocre, une vie d'insatisfaction. Et là, je vais essayer, tu sais, à coup d'argumentaire, comme un bon avocat délétère, de lui dire, mais regarde encore, regarde dans le futur ce qui va se passer, regarde dans le passé, joue sur les temps, regarde ce que va devenir ta conscience si tu te soumets à ce type de Dieu, à ce type de divinité. Ça n'a pas d'importance, parce que dans la balance, rien de ce que je peux proposer à cette conscience ne vaudra ce que l'autre a proposé.
Donc, il y a une acceptation, on en revient à ta question d'origine, une acceptation et un compromis plénier à l'égard de l'interférence. C'est Donc, fascinant. dans certaines situations, notre marge de manœuvre est très limitée. Est-ce que tu as eu des clients qui ont prêté leur corps pour avoir des enfants, pour enfanter avec d'autres races? Et si oui, comment est-ce qu'ils s'y prennent pour faire en sorte que justement la conscience accepte le plan d'hybridation? Je pense que ça rejoint un peu ce que tu disais juste avant. Exact. C'est-à-dire, si on suit ce cheminement-là et qu'on vient proposer à une femme d'enfanter ce type de créature divine, on peut également faire croire à cette conscience humaine qu'elle est d'une origine extraterrestre. C'est le cas pour la majorité d'entre nous en réalité, mais tu sais, avec ce côté, ce côté peut-être pompeux, ce côté sans royal, tu sais, parce que l'être humain aime à se complaire dans cette différence absolue. Eh bien, oui, elle peut accepter et même prendre comme un honneur le fait de porter et de mettre au monde ce type de créature. Elle consente. Parce que Parce qu'encore une fois, ces consciences viennent lui proposer un rôle peut-être qu'elles n'ont pas dans la matrice physique. Et ouais. Et l'accouchement, comment est-ce qu'il se passe? Forcément, on se pose la question, De tu la vois? même façon, en réalité, que sur le plan physique, donc il peut y avoir une sortie par voie vaginale, entre guillemets, puisqu'il est question d'éther, il peut y avoir le simulacre d'une intervention type césarienne. Je parle réellement d'un simulacre. Et puis, les êtres vont continuer d'utiliser cette technologie pour enrober l'enfant d'une apparence pseudo-humaine, alors que cette créature peut être davantage semblable à une gargouille de nos plafonds de cathédrale, tu vois. Donc tout est fait pour que la mère crée un attachement, entre guillemets, à la créature. Et donc consente à la fois à le porter et à la fois ensuite à le nourrir avec ses énergies, voire même à le protéger. De nos interventions, j'entends. Ouais. Donc tu as déjà eu ce type de cas? Mais bien sûr. Ouais. Aurore, j'aime beaucoup ta compagnie, mais ça fait déjà un certain temps Mhm. que nous sommes Il me en... reste 10 minutes au compteur. je sais pas si ça vaut la peine du coup de... Qu'est-ce qui reste? Oh, c'est peut-être jouable. Sinon c'est pas grave. Je serai dans l'obligation de te réinviter. Mhm. Sens-toi Euh, obligé. c'est une véritable torture pour moi, tu sais Mhm. bien. Cet épisode de tout ce qui est la mort physique, forcément, tout le monde se pose des millions de questions par rapport à ça. Mais je crois que la question la plus importante et celle qui revient le plus souvent tout le temps, qu'on a dû te poser 1 million de fois, quand la conscience quitte le corps physique et qu'elle fait face donc à cette belle lumière, on le sait aujourd'hui, illusoire, comment est-ce qu'elle peut agir pour déjouer les pièges des entités, du karma, de tout ça, tout ça? Alors, c'est intéressant cette question, tu vois, parce que justement cette semaine va sortir un article sur la mort, puisque j'ai une collaboratrice mexicaine qui m'a demandé d'écrire en 1000 mots, je crois, un article sur la mort, et donc je parle de cette après-vie. Euh, je serais tentée de te dire, prépare-toi maintenant pour l'après. Et comme, tu sais, quand je rédigeais ce texte, je pensais à ces êtres humains parfois qui passent toute une vie entière à construire la maison de leurs rêves, c'est leur petit refuge dans lequel ils vont passer peut-être une retraite méritée. Eh bien, je serais tentée de leur dire, il est temps pour toi de construire la maison d'après. Parce que cet instant dont tu parles, ce moment où tu vas pousser ce dernier soupir, si tu pars sans conscience et si tu pars dans une condition fréquentielle non favorable, tu as toutes les chances d'être
manipulé par les créations d'un autre dans cet espace que tu vas mettre quelques minutes à te réapproprier. D'accord? Parce qu'il y a souvent plusieurs minutes, j'oserais dire même pour certains d'entre nous à plusieurs années, durant lesquelles la conscience se débat dans des sortes de limbes sans réaliser ni son état de mort, ni son état de vie. Donc, je suis tentée de te dire, prépare-toi maintenant pour l'après. Travaille tes fréquences, pas juste pour le dire comme ça, pour se faire plaisir, mais au quotidien. Et puis peut-être éclaire ta conscience au-delà des croyances, au-delà de ces seules religions qui te sont proposées, puisque toutes tes propositions en réalité, dans cette réalité, essaie d'ouvrir et d'expanser ton champ de conscience, peut-être pas pour maintenant, mais peut-être pour l'après. Ok. Mais est-ce qu'il peut arriver vraiment que nos défunts soient là pour vrai, pour nous accueillir, que ce soit pas des entités déguisées, tu vois? Oui, oui. Et, c'est une question que tu m'avais posée et que par manque de temps, de toute manière, on ne va pas aborder, mais effectivement, s'il y a une fréquence d'amour entre toi et l'un de tes proches, d'accord? On parle un canal de la même façon dans lequel peuvent transiter fréquences et informations. Eh bien, s'il y a ce canal et qu'on parvient à le maintenir vivant, c'est-à-dire qu'on réalise finalement que la mort n'est qu'un changement d'état et que cette fréquence qui nous animait quand notre être cher était présent sur Terre, euh, c'est-à-dire quand il y avait cette vibration d'un humain à l'autre sur Terre, si on est capable de faire pérenniser cette fréquence, une fois que l'autre change d'état, eh bien oui, on a toutes, euh, toutes, toutes les chances de voir l'autre se présenter à nous en premier avant les autres, quand on va pousser ce dernier soupir. Donc oui, à condition qu'on réalise finalement que la vie et la mort, c'est le même chemin, qu'il n'y a pas d'interruption de l'autre, donc pas d'interruption de cette fréquence que je dois continuer à faire vibrer pour l'autre, en comprenant sa non-mort quelque part. Hein. Donc, dans cette situation-là, effectivement, tu as toutes les chances de le retrouver de l'autre côté. Le canal est comme ajusté, comme parfait, donc il va se présenter avant tous ses prédateurs. Est-ce que c'est clair? Ouais, Moins bien. Au bout de mais 2 heures, c'est un peu moins clair. mais du coup, ça peut vouloir dire qu'il est quand même libre s'il est là, s'il vient nous accueillir. Oui. Ça signifie qu'il est libre. Ça ne signifie pas qu'il échappe à un quelconque champ d'influence. Mais en tous les cas, dans le cadre de cette relation et de ce que j'appelle cette fois non plus interférence, interaction, il est libre en effet. Et puis tu sais, souviens-toi que l'interférence, c'est comme la maladie humaine. Donc tu peux souffrir d'une interférence extrêmement légère. Et Oui, l'interférence ne peut pas avoir d'emprise sur tes allées et venues, sur tes déplacements dans les terres. mais ouais. Ah bon, je vais passer le reste des questions. On verra éventuellement pour une autre fois, mais j'aimerais terminer cette vidéo sur une note un petit peu légère parce que beaucoup de choses assez complexes et lourdes ont été abordées. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter, à nous partager, des choses un peu comiques qui ont pu se passer autour de tes sessions? Tu sais, on est un peu comme les médecins quand on vient nous voir, c'est que justement, si, j'en ai. Mais alors vraiment autour de session, c'est-à-dire pas dans la session, autour de la session, pour montrer peut-être le pouvoir qu'a cet outil, euh, qu'a cette hypnose qu'on utilise au quotidien. Alors, une note plus comique. Il y a quelques années, parce qu'on a tous un fan club, tu sais, dès que tu es un peu un personnage public, tu t'exposes, voilà, tu as ton fan club. Hein. Et Calo m'envoie un message et me dit, Aurore, j'ai besoin de toi pour une session. Je suis d'accord. Mais il me dit, mais c'est du privé. Ça nous arrive en réalité de faire des sessions de temps à autre, non, de façon privée. Et je lui dis, mais c'est pour qui en réalité? Pour qui est cette session? Il me dit, pour moi. Il me dit, j'ai 3 femmes
qui me courent littéralement derrière. Elles sont obsédées par moi. Et je n'arrive plus à m'en défaire. Elles m'écrivent le jour, elles m'écrivent la nuit, les poèmes, elles veulent m'envoyer des cadeaux, elles ont cherché mon appartement. Donc, tu sais, on part du principe que peut-être l'ego jouant, il y a, tu sais, une partie de nous qui va répondre favorablement à ce type de proposition, encore une fois. Mais il m'a dit, quoi qu'il en soit, il faut couper et couper maintenant parce que ça devient invivable. Et donc c'était on peut parler réellement de harcèlement quotidien à 3 personnes qui ne se connaissaient pas. Et donc on réalise la session. La session, elle dure, environ 50 minutes. Mmh. On clôture la session et puis voilà, on passe à autre chose. Et puis, peut-être, 1 mois après, je reviens vers Calo, je dis: «Alors, que sont-elles devenues ces groupies?» Il me dit: «De quoi tu parles?» Je dis: «Ben, enfin, on a fait une session il y a quelques semaines». Tu sais, quand on est dans le nez dans le travail, souvent, on accumule les heures et il y était pas. Il était pas connecté à moi à ce moment-là. Et tout à coup, il me fait: «Ah! Mais elles ont complètement disparu?» Et je lui dis: «Les 3?» Il me dit: «Les 3». Comme ça, du jour au Incroyable. lendemain. Donc c'était une note plus légère. C'était le cas aussi. Je me suis retrouvée dans une situation où une femme s'était éprise de moi et s'était acheté un billet. Elle avait déjà le billet en main pour venir faire une demande en mariage et je dis à Calo: «Écoute, sûrement j'ai participé à faire quelque chose, en tous les cas inconsciemment. Il faut qu'on fasse une session». Donc on s'est retrouvés dans la même situation, donc c'était plutôt la note un peu comique et effectivement, on a réalisé une session et du jour au lendemain, elle m'annonce qu'elle a revendu le billet et que notre relation, subliminale est terminée. Voilà. Oh mon Dieu, je sais pas quoi dire là. Tu voulais du comique autour autour des sessions, c'est ce que j'essayais de faire. C'est bon, ça a marché. Ça a marché? C'est incroyable quand même. C'est incroyable. Mais juste, cette femme-là, non mais attends, elle achète un billet d'avion. C'est qu'elle a cru qu'il y avait moyen. Qu'est-ce En que effet. tu as pu lui dire pour qu'elle s'imagine de telles choses? Je veux dire, tu es tellement cordial dans tes messages, enfin, je sais pas. Tu sais, quand tu regardes quelqu'un sur un écran, tu le lis avec des filtres de Ouais. perception, qui sont somme toute très personnalisés et très souvent interférés. Mmh. Donc elle m'a lu tel qu'elle voulait me lire. Ah. Bon, une dernière question et après je t'abandonne, je te laisse. Est-ce que tu as pu avancer sur l'écriture de ton livre? Tu en parlais dans une vidéo il y a 1 an ou 2, je pense. Alors est-ce que ça avance? Oui. Est-ce que ça avance, au rythme que je souhaiterais? Non. Non, j'ai un quotidien extrêmement chargé. Je dors très peu, j'essaye de garder, tu sais, certaines heures sur les fins de semaine pour cette écriture et en parallèle pour clôturer également l'écriture de la formation niveau 2 que j'aimerais présenter en décembre ou en janvier. Donc oui et un rythme, j'aimerais avancer plus rapidement en réalité. Ouais, le lancement n'est pas pour l'année prochaine, quoi. Peut-être, peut-être. Et il y a des moments où je me sens extrêmement inspirée, où je suis justement dans un état, tu sais, proche de la transe, où je peux écrire une trentaine de pages en une soirée, donc tout Ah, dépend des temps que j'arrive à m'accorder. super. J'ai hâte Voilà de le madame. lire. Merci madame. Merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps, Aurore. Si les gens Et tu veulent te étais la suivre, première. Et tu étais la première à qui je concède une interview, parce que ça fait 3 ans qu'on me court après et j'ai toujours dit non. quelle chance. Merci Je suis ravie. beaucoup. Si les gens veulent te suivre, il y a ta chaîne YouTube, il y a tes 2 pages Facebook, Mmh. ton compte Instagram. Je mettrai tous les liens, dans la publication de cette vidéo, que ce soit sur Facebook, YouTube. Pour te contacter pour une session, c'est par mail. Je mettrai aussi l'adresse mail Mmh. et je crois que c'est à peu près tout, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Bien. Aurore. À toi de m'avoir reçue et puis je te dis rendez-vous, dans quelques jours. Oui, À bientôt Céline. à bientôt.